Salut, c'est Jérôme. On continue les travaux au rez-de-chaussée et on va finir de remplacer les linteaux et poser la dernière poutrelle. Pour accéder au passage intérieur, on doit d'abord déplacer les poutres en bois qui sont remisées juste là. Et puis rendre le chantier propre. On va donc remplacer les linteaux de ces passages qui connectaient les deux pièces principales et dont le bois n'est certainement plus en bon état. Au-dessus, il y a aussi le tirant de façade qu'on doit vérifier. Et puis il faut également faire le linteau de la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Mais avant tout cela, on va un peu consolider la maçonnerie du mur des cheminées qui comporte toujours un vieux conduit inutilisé qui est dans le chemin et qui passera près des sommiers de la voûte. Ces conduits sont, on pense, les restants des arrivées d'air chaud qui desservaient les étages à divers endroits, vu ce qu'on a retrouvé ici et là dans le bâtiment lors du démontage. Et d'ailleurs, au pied du conduit qui part aux étages, en retirant une brique plâtrière, on retrouve le trou destiné au rez-de-chaussée. On va retirer tout ça. La maçonnerie autour est un peu instable. Le conduit a dû être creusé dans le mur dans un second temps, et on pense que cela date de la fin du 19e ou début du 20e siècle, avec un possible chauffage central au charbon via des conduits d'air chaud répartis dans la maison. On en trouvera certainement d'autres dans la seconde partie. On arrive au bout du conduit. Au-dessus, ça a déjà été retiré et rebouché au ciment, et on peut voir le coin du tuyau qui a été plié pour permettre le placement des boisseaux du conduit de cheminée placé dans les années 80. Celui-là, c'est le conduit de notre cheminée qu'on exploite pour le moment. Voilà, tout est retiré. Au niveau du sol, le conduit part à angle droit vers la cave. Il a déjà dû être retiré lors de la pose de la dalle béton. On verra bien tout ça plus tard. En attendant, on remonte la maçonnerie, en croisant si possible les pierres pour bien stabiliser le tout. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va continuer sur le dessus en retirant toutes les briques et autres rebouchages exotiques. Une grosse cavité. La partie en briques de ce mur correspond aux emplacements des conduits de cheminée qui ont été creusés dans un second temps lors des transformations de la maison. Il n'y a plus qu'à reboucher. Ici, pour bien stabiliser les tableaux, et puisque la voûte prendra appui sur cette partie, on va placer deux grosses pierres. Et voilà. Dans la foulée, on va donc remplacer ce linteau par une voûte. Toujours en maintenant d'abord les jambes de l'ouverture au-dessus et sécuriser au mieux la maçonnerie. Et puis aussi à cet endroit, comme on peut le voir, il y a la poutre secondaire de la pièce à côté qui s'y repose, comme c'était le cas de ce côté également. On va donc l'étayer. Pour cela, on retire quelques plaques du faux plafond dans notre pièce de vie, ce qui nous permet de redécouvrir les moulures décoratives et ornements au plafond de ce côté. Des prunes, des raisins et dans l'angle une corbeille de fruits. Et puis tout ça est fortement craqué un peu partout. On était bien la poutre, et on a fait une estimation pessimiste de la charge à reprendre pour être certain. Puis le démontage peut commencer. Le premier linteau est dégagé. Il y a des gaines électriques qui passent un peu partout, et on peut déjà voir que le linteau arrière semble bien attaqué. Oui, la poutre de l'étage aussi d'ailleurs. Tout comme ce restant de solive dans le mur. Et en dessous, il y a comme un rebouchage fait avec des briques.
Et en y regardant de plus près, c'est certainement pour reboucher des saignées qui ont été creusées pour faire passer des gaines électriques. On a été assez précautionneux pour d'abord voir ce qui se tramait là-dessous avant de trop piquer les matériaux. Comme la poutre est bien étayée, on arrive sans trop de difficulté à retirer le petit bois sur lequel elle prend appui. Pour finir par évacuer tout ce qu'il reste sur les boiseries et enfin les retirer. On est aussi content d'avoir pu les déposer sans casser le plafonnage de la pièce voisine, ce qui aurait fait rentrer la poussière et nous aurait obligé à colmater le trou. Bon, encore une fois, sans surprise, le bois n'est vraiment pas en super état. Sur les côtés du passage, on retrouve sous une couche de plâtre plus récente les plafonnages d'origine quand ces passages ont été creusés. Et comme partout d'ailleurs, c'est une patine assez pastel. On en retrouve des vertes, bleues ou roses, ça dépend. Bon, et puis il va falloir un peu nettoyer et trier tous ces gravats. Pour réaliser les voûtes, on a donc mis nos briques de récup de côté, sauf que des briques de ce gabarit, il va nous en manquer. Mais on sait exactement où en trouver, sur un mur instable près du poulailler. Alors, eh bien, on va les servir là-bas, on comptait démonter ce muret un jour ou l'autre. Et il n'y a pas besoin de forcer, cueillir des pommes serait plus difficile. Voilà, on a compté et c'est le nombre qu'il nous en faut. On a aussi repris le vieux mortier pour en récupérer le sable et éléments fins qui finissent toujours dans nos mélanges. L'air de rien, ça nous fait vite plein de sacs de terre et de sable, mais ça part vite aussi puisque ça rentre dans 15% des ingrédients de notre mortier. Pour les sommiers de la voûte, de nouveau, on va chercher nos pierres un peu partout sur le terrain. Et puis, on les a façonnés, comme on l'a déjà montré précédemment. Comme toujours, il faut faire quelques petits ajustements pour que cela se mette tout bien, tout juste. Une fois les sommiers maçonnés, on pose le cintre et la voûte peut être montée. Ensuite, le remontage de la maçonnerie, avec une pose à plat d'abord, comme toujours. Et puis, on en a profité pour faire passer les câbles et gaines électriques dans un conduit plus grand, qui servira aussi dans le futur. Avant de remonter complètement la maçonnerie, on retire les dernières briques du mur, pendant que tout est bien soutenu en dessous. Voilà. On a laissé un trou sur le côté pour le U de l'IPE qui viendra ici, comme on en a fait les marques. Et dans la foulée, on peut aussi retirer le tirant qui connectait les deux poutres. C'est tout pour le passage, et on peut continuer de la même façon avec le second passage de l'autre côté. Enfin, après avoir retiré la dernière solive et le restant de la poutre qui était toujours dans le mur. Et puis toute la maçonnerie, encore plein de gravats, yay! Et dans tout cela, beaucoup de petites cales en bois, certainement utilisées pour caler les pierres le temps que le mortier ou le plâtre ne fasse sa prise. Aussi, c'est étrange, le linteau de devant est vraiment d'une très grosse section, alors que derrière il est beaucoup plus plat et en mauvais état. Et ici la poutre secondaire de la pièce adjacente est tout sur le côté, mais elle repose quand même sur le linteau qu'on va enlever. On va donc également l'étayer
L'autre ne l'est plus, alors on décale les dalles de plafond, c'est plus simple. Au milieu, on constate que la moulure des plafonds a été creusée pour faire passer le câble électrique de l'éclairage. Ah! Voilà, ici aussi, c'est soutenu. Bon, finalement, les boiseries ne sont pas si amochées que cela. Mais on est bien content de les avoir retirées. Car, en dessous, sur le côté, une surprise, une dernière, qui l'aurait cru si proche de la fin. Du bois. Et alors là, pour le coup, pas en bon état du tout. Alors, pas du tout, du tout. On en retire des morceaux à la main. On l'a coupé comme on a pu, car il semble continuer vers la pièce d'à côté, et il est très épais. Après avoir retiré un maximum, on comprend donc ce qu'il en est, car on voit le linteau en pierre extérieur. Une ouverture, et on peut aussi voir les pierres d'angle qui l'abordaient. Il y avait donc une fenêtre ou une porte à cet emplacement. Cela confirme pour nous que le mur de cheminée et ce passage ont été construits dans un second temps, et devant une fenêtre donc. C'est une bonne chose qu'on ait vu et retiré, car la voûte va reporter la pression sur les côtés, et ce bois tout spongieux n'aurait pas été d'un appui idéal. Le restant du linteau, ce sera pour les travaux de l'autre partie de la maison. Au moins, on est déjà prévenu. Tout est donc bien rebouché avec de la maçonnerie. Après ce contretemps, on peut donc passer au montage de la voûte. Sur le dessus de la colonne, il y a déjà une pierre calcaire qui dépasse le niveau pour les semis de la voûte, et elle tient bien avec le plafonnage de la pièce d'à côté. Du coup, on a décidé de la tailler directement sur place pour en faire le sommier. Et sur le dessus, on rajoutera des morceaux pour complémenter ce qui manque en hauteur. Et hop! Pour la pose du cintre, on ne peut pas utiliser d'étai à cause de l'armoire logée dans le passage. Alors on va utiliser des coins à marier qu'on a sciés dans un morceau de chevron. Une fois à hauteur et bien calé, on monte la voûte. Alors, pourquoi des voûtes? On nous l'a souvent demandé. C'est un peu plus de travail, mais c'est plus solide, insensible à l'humidité et donc plus durable. Le bois, c'est cher, surtout en ce moment, et ici, avec nos briques de récup, le coût de cette réalisation est assez réduit. La contrepartie, c'est le temps que cela demande, évidemment. Et pourquoi pas aux étages? D'abord parce qu'on n'y a pas pensé au moment même, mais finalement avec la hauteur bien moindre, ce n'est pas certain qu'on aurait pu, ni qu'on était prêt. Voilà donc pour les explications. Celle-ci terminée, on peut déjà penser à la suivante. Et donc, toute la maçonnerie est démontée d'un côté, pendant qu'elle est remontée de l'autre. Ici aussi, on a laissé une encoche pour le U de la poutrelle. Allez, on passe à la dernière voûte, au-dessus de la porte-fenêtre. Une fois la maçonnerie retirée, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de briques en rebouchage, et le seuil de la fenêtre en pierre calcaire est brisé en de multiples morceaux. C'est rebouché au plâtre et au ciment. On ne voit pas de lateau arrière, peut-être a-t-il déjà été remplacé. La réponse est oui, cela semble être un linteau en béton maintenant, certainement armé.
En effet, le linteau extérieur de cette porte-fenêtre était en bois jusqu'en façade, comme cette partie donnait sur une terrasse couverte. Et comme on peut le voir sur les photos anciennes, une fois que la structure a disparu. Il a dû pourrir, ce qui a justifié son retrait. Et aussi, on ne s'en était jamais vraiment rendu compte, mais l'ouverture est plus large que la fenêtre au-dessus. Avant toute chose, bien nettoyer et dépoussiérer. On pose nos sommiers. Mais pas si simple, car tout aussi étrangement, la fenêtre est positionnée plus en retrait par rapport à la façade. Pour laisser place à la voûte, on a dû rogner un peu sur le linteau en béton armé, qui semble reposer sur une armature métallique. On le sait donc armé, puisqu'on a atteint l'armature métallique, ce qui n'est pas très grave car à terme il sera remplacé. Et on l'a soutenu d'un été, sait-on jamais. Comme l'ouverture est plus large, on est revenu au cintre première version, comme pour le passage de l'entrée, en rajoutant le petit morceau qu'on avait coupé. Et pour la dernière fois dans cette vidéo en tout cas, c'est parti pour le montage de la voûte. Sauf que, on a fait une petite erreur. Et c'est bien la dernière que ça nous arrive. Bon, c'est sans conséquence ceci dit. On a démarré depuis le sommier de gauche par 2 briques en boutisse et non en paneresse, ce qui fait qu'à la clé, on a dû faire une succession de 2 claveaux avec des briques dans le même sens. Bon, ce n'est pas trop grave, mais quand même. On était fatigué. Il reste ensuite la maçonnerie par-dessus. C'est fini pour les voûtes, alors on peut démonter le cintre dont on n'aura plus besoin. En vue de la pose de la dernière poutrelle, il faut préparer les appuis. De ce côté, on en profite aussi pour retirer les restants de briques et le plâtre de rebouchage autour des anciens emplacements des solives. Puis on creuse le trou de la poutrelle, le plus près possible du tirant, qui malheureusement n'est pas parallèle au mur des cheminées. On va devoir s'adapter un peu de ce côté. On retrouve le tirant presque jusqu'en façade, où l'on peut voir la torsion du métal et la boucle pour ancrer la barre d'acier. Bref, il faut aussi reboucher les trous des solives, et puis on peut placer l'appui de la poutrelle avec un morceau de prélinteau. Tant qu'on y est, en allant de l'autre côté, on va s'attaquer au tirant, parce qu'une fois que la poutrelle sera placée, on n'y aura plus accès. D'abord, un bon nettoyage à la brosse métallique. Il reste encore un peu de peinture, et l'orange c'est du minium de plomb, donc ne surtout pas en respirer les poussières. Pour la liaison des boucles du tirant, on peut voir qu'il y a les trous pour une tige filetée au centre des boucles, mais ici, il semble qu'une espèce de chaînon en acier a été utilisé à la place. Il pourrait s'ouvrir sous la tension, alors pour empêcher cela, on a remis le métal à jour sur un vieux boulon récupéré dans les décombres de la filature, et puis soudé la tige sur l'ouverture du chaînon. Voilà, on espère que de cette façon ça ne pourra pas s'écarter quoi qu'il arrive, bon, même si la section du chaînon est tout de même assez importante. Puis on applique une huile anti-rouille
Pendant que ça sèche, on pense au placement de la poutrelle. Au milieu, comme c'est le mur de cheminée, avec les conduits, il n'est pas possible de faire des trous pour loger les hues. Alors, on prend les mesures et on va aller recouper les hues du milieu pour que cela passe. À la scie circulaire, en premier réflexe, je ne sais pas pourquoi, car c'est peu maniable, ça fait beaucoup d'étincelles et c'est dangereux. Et heureusement, on l'a vu, ça a même commencé à mettre le feu à un morceau de bois sur lequel la poutrelle repose. Alors que, et on a déjà testé, à la scie sabre, ça va tout seul. Allez savoir pourquoi on n'y pense pas en premier lieu. Suivi d'un ébarbage, puis ici aussi une application d'huile anti-rouille. Après l'huile, une première couche de peinture anti-rouille. Et pendant qu'elle sèche, on passe au trou pour l'appui de ce côté. Et c'est là qu'après des années de bons et loyaux services, à quelques pierres de la fin, le burineur s'est décidé à nous lâcher. Ah tiens, les plombs sautés. En y regardant de plus près, le voyant rouge attire notre attention. Dans le manuel, il est indiqué qu'il s'agit des charbons du moteur qu'il faut remplacer. Ils sont très faciles d'accès, et on peut voir qu'à un certain niveau d'usure, il y a un petit ergot qui sort et coupe le contact avant qu'il ne soit trop tard et risque d'endommager les contacts du rotor. Tout est écrit dans le manuel. Pour nous, cela montre un autre atout des outils de qualité, la réparabilité et la facilité pour le faire. On a commandé nos charbons de remplacement, puis tant qu'on y était, on a démonté le compartiment du mécanisme pour graisser le tout, et la graisse spécifique est vendue dans la quantité exacte recommandée. Bref, facile et efficace, et l'appareil n'a pas été endommagé. Et hop, c'est reparti. Sauf qu'entre-temps, on a dû finir le démontage au burin et à la masse. Ensuite, la dernière couche d'anti-rouille, et on utilise des couleurs différentes pour ne rater aucun recoin à chaque couche. De même pour la poutrelle, elle a été déjà pré-traitée, mais avec les coups, les soudures et les bois insérés, beaucoup de parties n'étaient plus protégées. Mais voilà qui est réglé. Après séchage, on va pouvoir la hisser. Et voilà. Pour le tirant, c'était pile poil. Il est tout juste sous l'aile du haut de ce côté. Il ne reste plus que la maçonnerie à terminer pour reboucher les trous et finir le scellement. Et voilà.
Dernière petite chose, il commençait à fort pleuvoir, et on voit quelques traces d'humidité ascensionnelle sur le bas du mur où il reste une bande de ciment. Alors on a retiré les derniers tuyaux des radiateurs pour piquer ce ciment avec le burineur qui est comme neuf. Derrière, c'est encore bien mouillé. Et sous cette fenêtre, on peut aussi voir un seuil en pierre de taille. Peut-être était-ce une entrée auparavant. Mais voilà, pour ce volume, tout est fait en ce qui concerne les gros travaux de structure. Toutes les poutrelles sont mises, les lateaux sont remplacés, les murs consolidés, etc. On s'était donné la fin de l'année pour terminer cela, et on a tout juste fini fin décembre. Et là, on essaye de faire réaliser à notre audience, comment lui dire, comment lui faire comprendre. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça sonne comme la douce musique de la fin des travaux structurels et le début du remontage. Et maintenant, ça résiste, ça prouve qu'on existe. On va prendre un peu de repos et débrancher tout, histoire de revenir à nous avant la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.